J'essaierai d'être bref, puisque la vie est brève. Donc la vie est brève et le désir sans fin, c'est un titre qui est emprunté au poète japonais Issa Kobayashi, qui est un poète fin du XVIIIe. Alors pour être schématique, disons que c'est l'histoire de deux hommes qui aiment la même femme. Ils ne se connaissent pas du tout, l'un vit à Londres, l'autre à Paris, et entre les deux circule donc cette étrange jeune femme. Tu es prêt ? Cette étrange jeune femme du nom de Nora Neville. J'en ai perdu le fil de ma pensée. Oui, alors, j'en étais à Nora Neville, qui circule entre les deux personnes. Et c'est une histoire de circulation, donc une histoire de désir. L'origine du livre, son modèle, si vous voulez, c'est Manon Lescaut. L'envie que j'avais depuis très longtemps de faire une espèce de remake contemporain de Manon Lescaut, en m'inspirant à la fois de Prévost et de l'opéra de Massenet. Alors Manon oblige, c'est forcément une histoire de désir et d'argent. Avec cette question d'ailleurs, qu'est-ce que l'argent vient faire avec le désir ou avec l'amour? Étant entendu qu'en principe, on ne peut pas manier ce qui n'a pas de prix. Alors ce qui peut surprendre le lecteur, c'est que le début du récit est léger, distancié, dirons-nous, et qu'ensuite il devient de plus en plus tendu et de plus en plus triste, comme si c'était finalement un roman sur la catastrophe amoureuse, peut-être parce que, comme le dit Blériot, qui est le personnage principal, l'amour n'a pas de solution. L'action de ce livre est rapide, elliptique, c'est le modèle de Manon Lescaut, tout va vite, tout va toujours trop vite. Mais à côté de cette action précipitée, il y a toujours des plages de lenteur. Des plages de lenteur parce que au milieu de l'action, au milieu d'une scène d'amour, par exemple, les personnages ont sans cesse des perceptions latérales qui s'impriment dans leur conscience. Les phrases deviennent alors de petits arcs électriques qui relient une perception à une émotion ou une émotion à une pensée. Les personnages sont donc traités comme des consciences contemplatives qui enregistrent par leurs petites fenêtres le flux de la vie, le flux du temps. La vie est brève. Enfin, je rassure tout de suite ceux que la métaphysique de la perception intéresse moyennement. L'héroïne de ce roman, Nora Neville, est suffisamment excitante et déjantée pour qu'on ait envie de faire le voyage avec elle jusqu'au bout. Du moins, c'est ce que j'espère. Alors, je vais vous lire un passage. C'est le début du roman. Nora a disparu pendant 2 ans et elle revient brusquement dans la vie de Louis Blériot, comme l'aviateur. Ils sont donc, c'est le premier soir, ils sont donc dans la maison de Nora, en train de boire. Voilà ce qu'ils se disent. Je vais la lire comme ça. Tu ne m'as toujours pas dit ce que tu faisais à Londres, remarque-t-il. Je suivais des cours de théâtre dans le coin de Camden Road. C'est un cours assez moyen et je pense que je n'aurais pas de mal à trouver mieux ici, ajoute-t-elle en buvant son vin à la fenêtre, le corps adossé au jardin. Il doit être un peu plus de 9h, peut-être 9h30, calcule Blériot, tout en constatant que la lumière du soir lui va comme un gant. Il reste un moment silencieux, les yeux dans son verre. Le trac, l'émotion qu'il reconnaît un bourdonnement caractéristique de son oreille interne, lui ont fait oublier ce qu'il voulait lui dire au sujet du théâtre. Le temps de finir son verre et de fumer une cigarette, il lui demande prudemment, une erreur d'interprétation étant toujours possible, s'il ne voudrait pas qu'ils aillent s'installer dans sa chambre, car il en a un peu assez d'être assis dans cette cuisine. C'est comme tu veux, dit-elle, ses iris marrons posés sur lui. La chambre en question est une grande pièce sans meubles, juste un lit et une télévision, qui rappelle une chambre d'hôtel avec un cabinet de toilette et un renfoncement faisant office de penderie. Les affaires de Nora traînent un peu partout sur le plancher. Ma cousine m'a promis de faire venir quelques meubles en septembre, lui explique-t-elle, en allumant la télévision et en s'asseyant sur le lit, les jambes repliées sous sa jupe. Blériot remarque un temps d'arrêt, un peu surpris par cette initiative, avant de l'imiter et de se laisser tomber à son tour sur le lit. L'air de ne pas y toucher, il s'est serré tout contre elle, un bras autour de sa taille, et commence à lui mordiller doucement la nuque et les épaules, tandis qu'elle n'arrête pas de changer de chaîne.
J'espère que tu es revenu pour me voir et non pas pour revoir Spencer, son ancien fiancé, lui dit-il tout à coup comme s'il était saisi d'un doute. Louis, tu te souviens de notre règle, lui dit-elle en s'arrêtant sur le visage anxieux de Nathalie Wood. Quand on est ensemble, les autres n'existent plus. Mais si ça peut te rassurer, Spencer vient à Édimbourg, il est marié et dirige la firme que lui a laissé son père. Et le suivant, dit-il. Le suivant vit toujours à Londres, mais si tu le veux bien, je préfère qu'on parle d'autre chose. Il y a alors un léger moment de flottement. Je te promets qu'on en reparlera plus, lui dit Blériot, en prenant comme par distraction ses seins en coupe dans ses grandes mains et en s'en trouvant presque étonné, tant notre âme a une connaissance confuse des corps extérieurs. Mais ses mains ne rêvent pas, ce sont bien ses seins qu'elles retiennent prisonniers. Comme pour lui en apporter la confirmation, Nora se dégage une seconde pour éteindre la télévision et revient tranquillement s'asseoir à côté de lui, pressant ses lèvres sur les siennes, tout en dénouant sa cravate. On dirait qu'elle fait ça depuis toujours. Une fois sa chemise retirée, tous les deux, sans hâte, sans du tout s'affoler, avec des gestes pratiquement synchrones, continuent de se déshabiller mutuellement au milieu de la chambre, elle tirant de toutes ses forces sur son jean, il a déjà enlevé ses chaussures, et lui la déjupant comme dans un songe, en sentant au passage la miraculeuse fraîcheur de ses fesses. Quand elle est enfin allongée en travers du lit, les mains croisées sous sa tête, Blériot reste quelques secondes debout, la gorge nouée dans une sorte d'extase tactilo-optique qu'il fait trembler pendant qu'il détaille chaque partie de son corps retrouvé, ses seins, son sexe, son bassin, ses cuisses adolescentes, ses grands pieds maigres et son minuscule nombril en saillie qui lui évoque le nœud d'un ballon de baudruche. Tu te rends compte, Neville, ça fait 2 ans. 2 ans, insiste-t-il, penché au-dessus d'elle, tandis que sa grande ombre lui obscurcit les yeux. C'est vrai, Louis, j'ai beaucoup de choses à me faire pardonner, reconnaît Nora. Profites-en. C'est la phrase la plus bizarre et la plus excitante que Blériot ait jamais entendue. Il s'est donc allongé sur le corps de la pénitente, le visage enfoui dans son cou, et pendant un long moment, il reste ainsi dans l'obscurité, silencieux, frissonnant, comme s'il sentait la dopamine couler dans leur cerveau. Bon, après la pudeur m'empêche de vous lire la suite.